C'est toi qui as soif. Et à boire qu'il nous faut. Pardon? C'est à toi. C'est toi, mais Pas avec le micro. Oh, le clap comme ça. Bonjour, bienvenue dans le numéro 12 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrick, Louis, Christian, Bruno, Daniel et une invitée, Sandrine. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour. Faut bien parler dans le micro. Oui. Alors, tu es venue toute seule ou tu es venue avec tes parents? Je suis venue toute seule. Très bien. Oui. Alors Sandrine, tu vas nous parler de quoi exactement? De Ghostbusters, le reboot féminin. D'accord. J'ai pas aimé. C'est tout. D'accord. Mais encore? Non, du coup, j'ai juste pas aimé. Pour rentrer dans la matière, enfin, je vais pas dire que c'est de la merde, mais non. Mais j'ai pas passé un super bon moment, on va dire, en fait. J'ai passé 1h57 minutes à regarder justement l'heure, en fait, et à attendre le générique de fin. Je me suis endormie une fois. Donc voilà. Et j'ai pas aimé, parce qu'en fait, déjà quand ils ont annoncé le film avec un reboot féminin, j'ai fait quel intérêt, en fait. Et je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt à faire un reboot féminin, vraiment. C'était juste, pour moi, la première chose, enfin l'impression que j'avais, c'était allez-y les meufs, on vous a fait un film, on vous a chauffé la place, on a prouvé que le concept il marchait. Donc du coup, on vous met, on vous fait enfin vous pouvez faire le film et tranquille pépère, en tout cas ça va marcher à tous les coups. Et ça n'a pas marché. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que le film ne marche pas du tout, en fait. Quand je pense de ce film-là, il n'a aucune légitimité dans les films. D'ailleurs, en voulant préparer un petit peu l'émission, j'ai appris qu'il y avait un scénario de base, en fait, qui avait été pensé pour le retour de Bill Murray, Diane Aykroyd et le reste de l'équipe. Et en fait, le scénario de base, c'était que l'équipe était vieillissante et ils avaient dans l'idée de former de nouvelles recrues, hommes et femmes. Donc c'était une équipe mixte, donc ce qui était une bonne idée à la base. Sauf que Harold Ramis décède et du coup ils se sont dit on va pas pouvoir faire ça, alors qu'ils auraient pu le faire. Et du coup ils sont partis sur l'idée d'un scénar où il y a aucune suite avec les aventures d'avant, enfin il y a aucune continuité. Il y a des petits clins d'œil, enfin voilà, mais il n'y a aucune continuité. Donc pour moi déjà, le film n'est pas légitime du fait qu'il n'y a aucune continuité. Elles empruntent des codes aux Ghostbusters qu'on connaît, mais elles y font jamais référence. Donc déjà pour moi, c'est voilà. À un moment dans le film, il y a le logo de Ghostbusters qui apparaît, et en fait, elles n'expliquent pas que ça appartenait à l'équipe d'avant, en fait. Donc il n'y a jamais aucun clin d'œil à ceux qui ont existé avant. C'est quand même eux qui ont mené le film, en fait, et qui ont fait que Ghostbusters aujourd'hui sont légendaires et ils font partie de notre culture en fait. Et voilà, donc j'ai pas aimé le film par rapport à ça. Par contre, c'est pas que j'ai pas aimé les actrices parce que je trouve qu'elles font le job, vraiment. Je veux pas les casser, mais elles ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient. Vraiment. Il y a juste une des actrices, j'ai oublié le prénom, mais c'est la blondasse où j'ai juste envie de la claquer toutes les 5 minutes parce que à force de faire des grimaces qui ne servaient strictement à rien. Donc voilà, elles ont fait le job, surtout j'ai perdu son prénom, Melissa McCarthy, que j'ai connue dans Gilmore Girls en fait, et c'est une putain d'actrice qui tient vraiment le truc, mais même là en fait elle n'est pas exploitée comme il aurait fallu. Et à un moment il y a Ozzy Osbourne qui apparaît, il a juste une réplique, pourtant c'est Ozzy Osbourne, j'aurais été déjà au plafond et je me suis dit ok, il a même pas sa place. On a l'impression qu'il y a une ressucée de certaines scènes du film d'origine, donc ça, voilà. Et ouais, il y a des ressucées. Et en fait, ça pas, c'est ça qui fait que le film, pour moi, ne marche pas et qu'il aurait pu marcher. Et puis en fait, alors, ça tient qu'à moi de dire ça, c'est qu'en fait, en voulant préparer un peu le truc, voilà.
je t'active à la fin, j'ai mon opinel. Et ben, ça leur retire un peu le côté héroïne. En fait, on aurait pu les voir comme des héroïnes, comme on voit par exemple Bill Murray. Pour nous, c'est Wingman, c'est un héros, voilà. Mais on leur retire justement ce côté héroïne, en fait. Parce qu'on a juste envie que le film finisse, en fait. Donc, voilà. Et Christian, toi, t'as bien aimé, je crois. Ouais, moi, au départ, j'étais comme Sandrine, je pensais que ça allait être une grosse daube, donc j'ai mis beaucoup de temps à le voir. Blu-ray 3D, alors la 3D c'est une des plus belles qu'on ait fait ces dernières années en conversion, donc déjà ça m'a beaucoup impressionné, c'est vraiment à voir en bonne condition. Et puis du coup j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à strictement rien, et il y a un côté miroir du premier film, c'est-à-dire que là la secrétaire c'est Chris Hemsworth, alors vous voyez Thor en secrétaire qui est vraiment drôle par moments. Surtout qu'il fait référence à son job de super-héros. Absolument, en fait, voilà, il y a des petites private jokes, et j'ai bien aimé les caméos de Bill Murray et puis de Aykroyd. Qui était sympathique. Bon, c'est pas un super grand film, mais du coup, j'ai passé un bon moment parce que je m'attendais à rien. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils voulaient légitimer le film justement avec ses caméos. Alors que justement, même si Harold Ramis est décédé, ils auraient pu quand même faire le film. Et là, au lieu de faire des caméos, ils auraient pu revenir en fait. Et moi, c'est ça qui me frustre quelque part. Parce que j'ai grandi avec Ghostbusters et j'avais envie de les retrouver en fait. Et tu peux pas dire, je suis Ghostbusters si tu retrouves pas. Moi, ils m'ont frustré, je retrouvais pas mes potes, si on peut dire comme ça. D'un côté, quand on t'écoute, on sent le côté sacrilège, mais de l'autre côté, il est comme adoubé par les Ghostbusters restants. Et s'ils n'avaient pas envie de faire le caméo, ils seraient pas... Oui, non, mais t'as raison. Donc, après, bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment à voir comme un bon petit film, sympa. Mais effectivement, par rapport au premier Ghostbusters, ça tient pas la route, bien entendu. Mais parce qu'en plus, ils font même pas référence au premier. À un moment, même, celle que je supporte pas, elle arrive avec Ecto, quoi. Et tu dis, c'est Ecto. Et non, elle l'appelle même pas Ecto. Il y a même pas une seule référence à la voiture Ghostbusters. Donc du coup, c'est vrai que juste pour la parenthèse, mais quand par exemple ils ont ressorti Star Wars où tu retrouves tous tes héros, machin, moi j'étais au plafond dans le cinéma. Et là, moi, j'étais frustrée parce que je pouvais pas avoir ce moment de joie à retrouver tout le monde. Même Bill Murray, quand il fait un caméo, tu peux pas rester plus longtemps parce que c'est quand même toi. Et, ça se présente plus comme un remake, foireux. Et comme un remake. C'est un drôle de projet, quoi. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'aurait jamais dû exister, puis bon, ça s'est retrouvé à être fait. C'est juste une histoire de pognon, à mon avis, mais une très très mauvaise idée. Mais franchement, 3D, ce que j'expliquais à Sandrine tout à l'heure, quand vous le voyez en Blu-ray 3D, donc il y a les bandes noires, parce que c'est un film en cinémascope, et les effets sortent des bandes noires. Donc il y a un effet doublement 3D qui est absolument spectaculaire. C'est une des plus spectaculaires 3D que j'ai vues ces dernières années à la télévision. Rien que pour ça, ça vaut le coup, quand même. Bon, je le reverrai alors. mais moi je pense qu'il y a aussi le côté un peu... comment dire, oui, il y a des héros, je reconnais que je marche aux héros et tout ça, il y a des gens avec qui j'ai grandi, et comme Star Wars, comme Ghostbusters, d'autres films, voilà. Et là, j'ai vu que par exemple, ils vont refaire la suite de Willow. Oui, c'est une trilogie, apparemment. Je suis contente. Willow. Willow. Ouais. C'est que l'original était pas bon. Moi je l'ai vu quand j'étais gamine et on m'a surnommé Peck. Bon voilà, mais oui. Mais j'ai envie que Willow y revienne, mais par contre voilà. Est-ce que la magie elle sera après on grandit, c'est sûr aussi. Willow, c'est Lucas. C'est George Lucas qui l'a produit, c'est Ron Howard qui l'a réalisé. C'est vrai qu'en ce moment ils sont en train de ressortir des placards tout ce qu'ils peuvent. Donc on a eu Blade Runner, on va avoir Indiana Jones, tout ce qu'on peut ressortir ensuite en remake, on y va. Sinon les figures féminines au cinéma, tu voulais en parler un petit peu? Oui, alors en fait, parce que pour moi il y a un truc je vais faire juste une parenthèse sur, pour moi ma première héroïne, c'est Princesse Leia. Parce que pour moi en fait, qui suis née... C'est qui sa Princesse Leia? C'est Star Wars. Voilà. Une chanteuse, je crois, non? Ouais, c'est une chanteuse. Et en fait, je profitais du fait d'être là aujourd'hui parce que je voulais, pas lui rendre hommage, mais je voulais parler d'elle parce qu'en fait, pour moi, quand tu nais la même année que Star Wars, en 77, quand t'es gamine, on t'élève indirectement avec les princesses Disney. Donc tu connais Cendrillon, Blanche-Neige, gna. Et en fait, tu te rends compte que ces princesses-là, dans la version Disney, c'est vraiment des loseuses en fait. Moi, personnellement, Cendrillon, j'avais envie de lui foutre 2 claques en plus que de ses sœurs. Parce qu'à un moment, t'as envie de dire, ouais, mais tu sais, Cendrillon, finalement, avec du recul, tu sais, mais pourquoi tu te rebelles pas au lieu de chercher le prince charmant? Enfin, rebelle-toi, tu caches ta... Parce qu'il est pété de thunes, c'est peut-être pour ça. Ouais, non, c'est pas ça. C'est que elle est...
Cendrillon, elle avec ses belles-sœurs, là, voilà, avec sa belle-mère, elle se prend des torgnoles dans la gueule, on lui fait faire le ménage toute la journée, et à un moment, tu me dis, mais pourquoi tu te rebelles pas? Et en fait, pour moi, Princesse Leia me permet de dire ça, parce que Princesse Leia, ok, au début, c'est vas-y, viens m'aider, Obi-Wan qui m'aime, au secours, Obi-Wan qui m'aime, c'est mon seul espoir. Et ouais. Donc voilà, et en fait, ok, c'est aidez-moi. Sauf que quand on vient l'aider, elle commence à prendre les armes, elle va casser des culs et des gueules, et en fait, elle demande, elle se défend. Et là, tu fais, ah ouais, elle m'intéresse. Et Princesse Leia, en plus, c'est pour moi, paradoxalement, une anti-princesse Disney, parce que justement, c'est là qu'on inverse les choses, c'est que c'est elle qui va réveiller Han Solo, c'est pas le contraire, et c'est même elle qui l'embrasse une fois qu'il est réveillé. Alors que dans les contes, les trucs Disney, c'est le contraire. À chaque fois, c'est « Ah, je me suis endormie » ou « J'ai mangé une pomme », alors qu'on t'apprend quand t'es gamin que tu dois pas accepter de la nourriture de quelqu'un que tu connais pas. Et là, t'as une vieille qui est hyper chelou, et là, elle te tend une pomme, qu'est-ce que tu fais? Tu la bouffes. Donc Blanche-Neige, pour moi, c'est une loseuse. Et pour moi, Princesse Leia, c'est la meuf qui n'aurait pas mangé la pomme, c'est la meuf qui serait pas endormie 100 ans, et voilà. Bah, elle est badass en fait. Hein. Ah ouais. Et la première princesse badass, elle devient. Ouais. Et puis en plus, elle a quand même des responsabilités, enfin voilà. Et en fait, c'est vrai que pour moi, Princesse Leia, elle m'a permis de découvrir d'autres badass, d'autres femmes badass. Et après des femmes badass, oui, Ripley. Et avant Ripley, je sais pas si ouais, et ben. Moi, je sais quand j'étais gamine, j'avais bloqué sur un film, c'était La Légende de Billie Jean. Donc c'était... ouais. Et pareil, Helen Slater, moi c'est mon père qui m'avait montré La Légende de Billie Jean. Et cette scène où en fait, je sais plus pourquoi elle en a ras le cul, en tout cas elle en a ras le cul, elle se coupe les cheveux, elle se met super sexy, elle va casser des gueules. Et moi quand j'étais gamine, j'ai vu ça, j'ai fait je vais être elle. Et Helen Slater, elle est juste super belle en plus. Donc il y a aussi Christian Slater aussi qui joue avec elle dedans. Et en fait, j'ai eu Billie Jean. Et j'ai fait, j'adore cette nana. Puis après, il y a eu Ripley. J'ai fait, j'adore cette nana, je voudrais être elle. Bon, c'est raté. Je suis petite et il n'y a pas d'alien. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'aimais les héroïnes, les vraies héroïnes qui suffisent à elles-mêmes, voire, on disait un peu les alter ego de certains héros, comme Catwoman, comme, voilà, où elles sont l'égale de l'autre héros, quoi, en fait, quoi. Et oui, mais Supergirl, c'est la cousine de Superman. Ah mais oui, mais Helen Slater, mais elle a bien vieilli en plus, hein, franchement. Elle est juste magnifique. Mais voilà, et grâce à Princesse Leia, qui est pour moi le début de tout ça, ça m'a permis de me diriger vers des vraies héroïnes. Héroïnes, oui, voilà. Voilà. Et des vrais, comme aujourd'hui, si vous avez juste plus de 5 minutes, mais essayez de découvrir par exemple une série, comme je te disais, qui s'appelle Jessica Jones. Marvel, et elle est géniale. Enfin, franchement, c'est la meuf, en fait, elle est alcoolique, elle casse des culs, des gueules et tout. Enfin, franchement, tu lui pètes ça. Voilà. La majorité des femmes, non? Généralement. Non. C'est super crédible. Mais elle est. Non, elle est géniale. Enfin, si vraiment vous avez envie de voir en ce moment une héroïne badass, c'est Jessica Jones, par exemple. Vraiment. C'est voilà. Il n'y a pas qu'elle, mais elle. Voilà. Si vous devez commencer dans les vrais badass de maintenant, c'est elle. Voilà. C'est un côté un peu systématique quand même, Jessica Jones. Moi j'aime beaucoup le personnage dans la série, surtout dans la première saison. Mais c'est quand même écrit par des mecs et voilà, oui, je trouve que c'est pas super crédible quand même. Ouais, je crois que c'est une productrice par contre. Ouais, elle est coproductrice dans la série. Ouais. Parce que finalement, comme tu parlais de... En fait, c'est une productrice. Pour Jessica Jones, en fait, c'est une productrice. Après, réalisateur ou réalisateur, je sais plus. Ouais, mais je sais que c'est une productrice. Bon. Et, parce que tu parlais de Sigourney Weaver dans Alien, qui est quand même un peu le truc le plus reconnu, qui a été 1000 fois imité. Mais est-ce que réellement, le fait que ce soit une femme change... est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'était une volonté des scénaristes que ça soit la survivante jusqu'au bout, etc. Ou est-ce que le fait que ce soit une femme, ça a l'importance réellement? Pour moi oui, en fait, parce que du coup, il y a toujours le côté un peu identifié, voilà, t'as besoin de t'identifier. Et c'est vrai que quand j'étais gamine, j'ai un peu du mal à m'identifier à des gars, parce que forcément, tu sais, quand t'es gamine, le seul truc qu'on te donne à t'identifier pendant un petit moment, c'est Blanche-Neige. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec la manière dont Disney a adapté tous ses contes. Surtout que les vrais contes, c'est extrêmement réducteur. L'alien et Ripley. Il y a une tension sexuelle entre l'alien et Ripley. Bien sûr. Donc le fait que ce soit une femme, c'est important. Mettre un mec à la place de Ripley, le film serait beaucoup moins. Je sais plus qui me disait qu'à la base, en fait, le rôle avait
avait été écrit pour un homme. Ouais. Et donc du coup, c'est mieux que ce soit Sigourney Mais Weaver. l'alien, c'est peut-être une femelle. Va savoir. Qui sait? Et donc, d'ailleurs, dans le 2, c'est une reine. Qui Le prend des premier œufs. d'Alien, non, c'est pas une reine. J'en hein. avais une Deuxième. image. Dans le 2, il y a la reine. Dans le 2, il y a la reine à la fin. Oui. Et l'alien du premier que rencontre Ripley, c'est pas une femelle. Hein. Dans ça, Bah si. Parce qu'on sait Il l'a à quoi connu ressemblent les intimement. femelles. On sait à quoi ressemblent les femelles à partir du 2. Et voilà. Bon, après, il y a un truc, je m'aventurerai juste un petit peu, je reste réservée sur quand on parle de femmes, c'est Doctor Who. Et le dernier docteur, donc le 13e docteur, c'est une femme. Et ça a vachement divisé. Et moi, j'avoue que je voudrais prendre la défense de la femme. Et la doctoresse. Et même si, en fait, c'est Jodie Whittaker, en fait, qui sera donc le 13e docteur. Et c'est pareil, hein, c'est comme Melissa McCarthy, elle va faire le job. Parce que cette actrice-là, en fait, c'est une actrice qui est vraiment réputée en Angleterre. Vous pouvez retrouver dans des séries comme Marshland, qui est une mini-série qui est juste franchement sublime. C'est en une dizaine d'épisodes, après le pitch plus tard. On la retrouve aussi dans Broadchurch, en fait, qui est en 3 saisons avec David Tennant, qui était donc le 10e docteur, voilà. Et elle fera le job. Par contre, le seul truc où je suis peut-être pas forcément d'accord, où je reste réservée, c'est qu'en fait, au niveau de la chronologie, au niveau de certaines histoires, ça me pose un problème. Puis il y a des trucs où ça me fait un peu bizarre. Donc je suis pas forcément d'accord pour que ça soit une doctoresse, d'autant plus qu'il y a des personnages dans Doctor Who qui ont le pouvoir d'être des vraies héroïnes et de faire le job aussi. Il y a des docteurs en puissance aussi, si on peut dire. Voilà. Et je suis pas forcément d'accord sur le fait que le 13e docteur soit une femme. On verra ce que ça donne, mais je reste réservée. Mais ça se justifie, je connais pas très bien la série, mais ça se justifie dans le fait quand le docteur meurt, il revient sous une autre forme, et effectivement, pourquoi pas sous une forme féminine. Ouais, mais tu vois, en fait, je suis pas une spécialiste de Capitaine Marvel, mais Capitaine Marvel, le premier Capitaine Marvel, c'était un homme. Ah bah oui, absolument. Le deuxième, c'était une femme, en plus c'était une black. Donc, et elle est arrivée en 82. Donc déjà dans les années 80, t'as un super-héros, Capitaine Marvel, c'est une black, ouais, c'est bien. Et après, il y a eu le fils de Capitaine Marvel, je me souviens plus du tout du nom. Je sais pas si c'était un truc en is, je sais plus quoi, je suis désolée. Et après, ça a été des femmes. Et le prochain Capitaine Marvel, c'est une femme. Donc en fait, c'était acquis que en fait, ça serait soit un homme, soit une femme, si on peut dire. Et Doctor Who, ça fait plus de 50 ans, c'est arrivé le 23 novembre 63 sur la BBC. Et en fait, dès le début, ils auraient dû dire, éventuellement, ça peut être une femme. Mais sauf que t'as plus de 5 décennies d'hommes, et là, d'un seul coup, c'est comme si c'était, bon, allez, on va leur donner une femme, quand même. Et s'ils avaient annoncé dès le début le truc, oui, là, ça peut marcher. Mais là, ça fait un peu trop téléphoner, en fait. Voilà. Là, puis ça risque de déstabiliser, parce qu'en fait, dans les précédents Doctor Who, le centre de l'histoire, c'est le docteur, mais la vedette, le rôle numéro 1 à chaque fois, c'est ses assistantes. Ouais, Rose. Donc, est-ce que ça va pouvoir continuer avec une femme en docteur? C'est pas évident. Mais ils avaient amorcé le truc avec... En fait, ils avaient amorcé le truc avec le master. Après, je ne vais pas trop spoiler la gueule aux gens, mais ils avaient un peu amorcé la chose. Mais quand même, comme tu dis, il y a des trucs où justement, quand ça devient une femme, tu penses à Rose. Et t'as des trucs qui arrivent en tête. Rose, le docteur est une femme. Donc voilà. Par contre, ils avaient amorcé c'est Capitaine Harkness, en fait, qui lui est pansexuel. Donc d'emblée, tu sais qu'il va coucher avec tout le monde. Mais là, d'un seul coup, alors peut-être que j'ai tort, hein, franchement, voilà, après on verra ce que ça va donner, mais d'un seul coup, tu imagines Doctor Who, en fait, finalement, il couche avec tout le monde aussi. J'ai peut-être tort de dire ça, mais je sais pas, ça... Pour moi, ça marche pas forcément, en fait. Ils auraient dû inculquer ça dès le début, en fait. Patrick, tu veux nous parler de Stuart Gordon? Voilà, on va essayer de faire un peu sa filmographie assez rapidement. Très rapidement. Ouais, très rapidement, je sais pas, mais assez rapidement. Je voulais en parler parce qu'à la fin de l'année, quand même, il devrait sortir chez Ecstasy le fameux coffret Reanimator 1 et 2. Ça, c'est un peu l'Arlésienne. Hein. Ouais, c'est un peu l'Arlésienne, mais bon, on espère tous quand même. Hein. C'est quand même un sacré film pour nous tous fans de cinéma fantastique. Hein. Christophe, si tu le regardes. Hein. Voilà, on compte sur toi, Christophe. Hein. Pour les exemplaires gratuits. Voilà, alors
Les débuts de Stuart Gordon sont très intéressants puisqu'il a créé en 69 une compagnie de théâtre à Chicago. Et ce qui fait que durant toute sa carrière et tous ses films, la grande force des films de Stuart Gordon, c'est quand même le jeu d'acteur. Et pendant pas mal d'années, parce que si vous calculez de 69 à 1985, son premier film et son chef-d'œuvre, on va dire, Reanimator, il s'en est passé des années de théâtre. Donc il a décidé de commencer par ce film-là, dans sa filmographie, et c'est quand même un sacré film. Je ne sais pas ce que tout le monde en pense, mais Reanimator, ça a marqué tout le monde. Je pense tous les fans de Fantastique. Oui, bien sûr. Et ensuite, on va dire qu'il a fait la triplette avec From Beyond. Avec... From Beyond. D'accord. Voilà, un film pour Renault. Un hommage à notre ami Renault. Voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. Sponsorisé par Renault. Voilà. Toujours avec Jeffrey Combs et Barbara Crampton, qui sont quand même un duo assez incroyable qu'on avait dans Reanimator. Et qu'on a toujours beaucoup de plaisir à retrouver dans un film toujours tiré de Lovecraft, puisqu'il faut comme le premier, comme Reanimator. Ensuite, il a fait Dolls, qui est un film avec des poupées tueuses, dont les voix des poupées sont faites par ses enfants. Et c'est, je trouve, un film très sympathique qui est dans la lignée des grands films de poupées tueuses. Qui était tourné entièrement en Italie. Tourné en Italie, oui. C'était ça, c'est pour la Empire, de mémoire. Toujours Empire, ouais, c'est ça. Dont Reanimator était la première association avec Empire pour Stuart Gordon. Ensuite, il a fait un film. Alors oui, j'allais oublier 1989 parce que c'est une date très importante dans sa carrière. Il travaille sur Chérie, j'ai rétréci les gosses, et il a travaillé sur le film pas mal de mois. Il a écrit l'histoire, il a écrit les personnages, et malheureusement, 3 mois avant, il est obligé d'aller à l'hôpital et il est obligé de se faire remplacer. C'était le rêve de Stuart Gordon de réaliser un film pour Disney. C'est Brian Usna qui a produit le film. Brian Usna était. C'est quand même Buena Vista, ça. C'est Disney quand même qui est derrière. C'est quand même Disney qui est derrière. Ça fait beaucoup d'argent avec ça, justement. Oui, parce qu'après il y a eu les suites, etc. Toujours Stuart Gordon et Brian Usna, bien sûr, co-crédité pour l'histoire et les personnages. Donc voilà. Donc après, vu la grosse déception de Stuart Gordon, il a s'attaqué à un film de science-fiction qui s'appelle Robot Jox, qui est un film en 1990, un film en avance sur son temps parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les effets spéciaux de maintenant. Ah bon. Donc je trouve que c'est quand même un film en avance sur Pacific Rim. Transformers. Et Transformers et tout ça. Et oui, d'accord, il y a un film qui se balade, mais c'est pas très grave. Donc Robot Jox, qui est un film très intéressant. J'ai eu la chance d'y aller sur le tournage en Italie, dans les studios de Dino De Laurentiis, les anciens studios, où sont tournés pas mal de grands films que nous adorons tous. Donc tu l'as rencontré, Stuart Gordon? Ouais, je l'ai rencontré sur ce film-là. Il y a eu pas mal d'anecdotes, et puis sa femme est toujours très présente, puisqu'elle joue aussi dans les films. Et voilà, c'est un grand bonhomme. Moi, je suis un grand fan de Reanimator, comme beaucoup d'autres. Et mon rêve, c'était un peu de le rencontrer. C'est une histoire drôle que tu nous avais racontée. Une histoire drôle, oui. C'était les studios de Dino De Laurentiis. Il était très tard le soir, et le monsieur qui est à la porte dit mais comment on peut rentrer, parce que c'est un car à 21 km de Rome quand même. Et si vous n'avez pas de car, je ne sais pas comment on pouvait rentrer, soit dormir là-bas à Dino De Laurentiis. Mais bon, c'était pas possible. Et il nous a dit, attendez une voiture, il y a bien quelqu'un qui va sortir, vous accompagner sur Rome. Et évidemment, la voiture qui sort, c'est la voiture de Stuart Gordon, avec sa femme et ses enfants. Donc ça a été vraiment génial. On a été jusqu'à son petit pavillon, et bu un café, etc. Ah bon, quand même. Ouais. C'est sympa. On a discuté encore avec lui après l'interview, parce qu'on a fait l'interview. Et voilà, c'est quelqu'un d'adorable. Et puis après un taxi. Bon, c'était assez incroyable comme histoire. Ensuite, ça a été, il a attaqué Fortress en 93 avec notre Christophe Lambert national, on va dire, qui est aussi son plus gros succès, je veux dire, commercial. Ah bon? Ouais, avec quand même une recette de 46 millions de dollars. Ça a mieux marché que le Reanimator. Ah ouais, Reanimator c'est un petit budget. Reanimator c'est 900 000 dollars. C'était grand public, Fortress. Et donc il a eu gagné quoi, 3 ou 4 millions, je crois, Reanimator dans le monde de dollars. Et là, c'est quand même une autre production, quand même. Un film de science-fiction dans une prison, etc.
Et un film, moi perso j'adore, je sais pas, je trouve que c'est encore d'un bon niveau, on va dire. Hein. Ensuite, alors là, il est retourné dans ses films d'horreur, avec Castle Freak, avec Jeffrey Combs et puis Barbara Compton. Toujours les mêmes. Hein. Voilà, le retour où il y a un monstre dans les sous-sols. Et ensuite, il s'attaque à une autre production un peu plus importante, c'est Space Trucker, avec Dennis Hopper. Et ça a été une production assez importante, malheureusement pour lui. Il y avait d'autres films qui sortaient en même temps, comme Le 5e élément. Donc, ah ouais, grand film. Peut-être pas un grand film, mais un grand film commercial, on va dire. Grand succès. Un grand succès. Donc il est passé un petit peu inaperçu. Ensuite, dans les années 80, il attaque Dagon, toujours tiré de Lovecraft, réalisé en Espagne, production espagnole, sur l'histoire d'un quelqu'un qui rêve souvent chez Lovecraft, il y a beaucoup de cauchemars, je veux dire, et qui rêve qu'il va rencontrer un village avec des pêcheurs où il y a des drôles de choses qui se passent. Et voilà, totalement espagnol, c'est même crédité, je dirais, production espagnole. Et il continue avec Edmond, qui est un film où une personne... Edmond, oui. Ça, c'était le retour aux États-Unis. Ouais, c'est le retour aux États-Unis où il raconte l'histoire d'une personne comme nous tous, hein, qui a une vie bien rangée et regarde. On va pas donner de nom, mais bon. Et donc, il rencontre une dame de bonne aventure et lui dit que sa vie c'est pas ça. Donc, tout d'un coup, lui qui est un mec avec une famille, des enfants, etc., et ben, il va se plonger dans les bas-fonds d'une ville et il va tuer pas mal de gens et il va se retrouver face à la violence des rues. Ce qui est assez bizarre comme histoire, quoi. Mais... Enfin, un film réaliste. Voilà, un film réaliste, comme on dit. Ça se passe dans le 9-3 alors. Ouais, si tu veux, ou d'autres. Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis, je sais pas, vous voulez, hein. D'ailleurs, Daniel a eu chaud, voilà. Ouais, Daniel. T'étais sur le tournage, Daniel, non? Dans le tournage. Donc, ensuite, il s'attaque à la série télé, puisque c'est Master of Horror. 1 et 2, il en a fait un épisode dans chaque. Ensuite, il s'attaque à Stuck, qui est son dernier film, je dirais, en 2007. Qui raconte d'après une histoire vraie où une personne accidente un monsieur qui se reste accroché à la vitre en fait de la voiture et pour s'en débarrasser, la personne l'amène dans son garage et l'enferme. Et ça restera pour lui son dernière œuvre, je dirais. Ensuite, il fait la série Fear Himself, je crois. Ouais, c'est ça, où il fait un sketch avec un mangeur d'hommes à l'intérieur d'une prison, assez glauque, assez terrifiant comme histoire. Voilà pour Stuart Gordon, dont on n'a plus aucune news depuis une dizaine d'années, en gros. Et c'est bien dommage pour ce grand metteur en scène. Mais peut-être qu'il fait partie aussi d'autres grands metteurs en scène qui quand ils ont un certain âge, ils ont peut-être... Il a quel âge, Stuart Gordon? 70 ans. 70 ans? Ouais. Qui ont maintenant plus de mal peut-être à faire des films d'horreur où il faut beaucoup d'énergie sur les tournages. Voilà. Très bien. Louis? Ah, c'est moi. Moi, je vous ai dit la dernière émission que j'avais lu la bio d'Argento. C'était la première que je lisais, c'était la deuxième, après celle de Sean Connery, mais moins intéressante. Et donc ça m'a donné l'idée de lire d'autres bios, et j'ai commencé par Browning, on a dit avec Daniel que c'était pas terrible, effectivement c'était pas terrible. Et depuis je me suis procuré Cronenberg, et là par contre, ça envoie ça roxe du poney comme disent les jeunes. Donc Monsieur Cronenberg, on le lit à petite dose, en anglais chez Faber & Faber. Par contre celui-là il est en anglais, il n'est pas traduit. Celui-là est en anglais, il n'est pas traduit. Mais c'est pas un anglais très très académique, donc c'est quand même déchiffrable. Il y a des sous-titres, non? Il n'y a pas de sous-titres. Il y a des sous-titres en anglais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu lis deux fois la même ligne, c'est comme si tu as fait des sous-titres. Donc ça, c'est à lire parce qu'on découvre Cronenberg, dont on se doutait déjà un peu pour certains d'entre nous, c'est-à-dire un génie total, et pour les autres, un mec un peu bizarre. Donc cette boîte là, Faber & Faber, sa spécialité c'est de faire ces bouquins là qui s'appellent On. Cronenberg en Cronenberg, ils ont aussi Scorsese en Scorsese, etc. Et en fait c'est des biographies autobiographies, c'est-à-dire une grande partie du bouquin est écrite par le héros lui-même et le reste par un journaliste. Il arrive de temps en temps qu'ils aient des bonnes idées en France, et donc Point a traduit un des bouquins de Faber & Faber, donc qui serait en anglais Burton on Burton,
et en français, Tim Burton. Alors ça, c'est juste au niveau esthétique, c'est fabuleux, parce qu'il y a 100 dessins de Burton dedans, et ça raconte l'histoire de sa vie de cinéphile et même de gamin, jusqu'à Sweeney Todd ou dans ces environs-là. C'est préfacé par Johnny Depp 2 fois, puisqu'en fait c'est réédité tous les 3-4 ans, et à chaque fois Johnny Depp refait une préface. C'est assez rigolo, c'est un gimmick qu'ils ont, je ne sais pas pourquoi. Et donc il y a double préface de Johnny Depp. Et ouais, c'est intéressant. Il raconte son enfance, Tim Burton. Oui, parce qu'il a une enfance complètement bizarre, vraiment. Donc ça, c'est à lire. Et je vous dirai à la prochaine émission ce qu'il y a à lire chez Faber et Faber, parce que j'attends la Scorsese on Scorsese, et je pense que ça va pas être mal. Donc Tim Burton en français, très bien, et Cronenberg en anglais, hallucinant. Juste une petite digression sur ce que disait Patrick tout à l'heure, il a parlé de Masters of Horror. Un des épisodes à voir, c'est celui de John Carpenter, Cigarette Burns, c'est juste un chef-d'œuvre. C'est qui ça, Carpenter? John, c'est un jeune réalisateur, c'est un groupe de musique, non, américain qui se lance. Mais il est prometteur. D'accord. Master Voilà. of Horror, si je peux me permettre, faut tout revoir en fait. Enfin, t'as raison, hein. Mais il y a des épisodes comme Jennifer, par exemple, c'est génial. Christian, Oui, tu nous parlais d'un jeune réalisateur qui débute aussi, je crois. oui, voilà. Mon oncle, Georges. Georges. Voilà, juste pour embêter tout le monde, je vais parler de Georges Lucas. Alors, ce que je voulais vous proposer en quelques minutes, c'est un regard sur les 3 premiers films de Georges Lucas. THX 1138, 3 heures, ça fait. 1971, American Graffiti 1974 et La Guerre des Étoiles 1977. Voilà. Les étoiles, c'est bien ça. C'est très bonne année, 60. Ouais, ça se laisse voir. Donc en fait, Ouais, c'est le Disney, quoi. l'idée, ce serait de vous montrer mon point de vue, que c'est en fait une trilogie à part entière. Alors c'est pas une trilogie où l'histoire se suit, bien entendu, comme l'épisode 4, 5, 6 ou les épisodes 1, 2, 3, mais Lucas les a conçus, en partie consciemment, en partie inconsciemment, comme une trilogie. Donc en fait, c'est pas une histoire qui se suit, mais c'est une sorte de vision du monde à travers le temps, qui va se décliner avec beaucoup d'idées, de thèmes communs, soit qui vont évoluer à travers les films, soit qui vont rester constants. Donc, si on regarde les 3 premiers films, THX 1138 se passe dans le futur, ça se passe au 22e siècle, vers 2180 à peu près. American Graffiti se passe dans quasiment le présent, c'est un passé très proche, c'est le présent de la jeunesse de George Lucas. Et Star Wars, ça se passe dans le passé. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine. Non, non, il y a longtemps, dans une galaxie lointaine. C'est le passé. A long time ago. A long time ago in a galaxy far away. Bon, C'est un futur postérieur. Ouais, Ah, futur tu parles de quoi là? Futur postérieur. postérieur. Il y a longtemps par rapport à quoi? Par rapport au temps dans Star Wars ou par rapport au temps dans ici? Quand en 1977 le film commence, il t'explique que ça se passe dans le passé. Avant 1977. Ok. Ça va être dur de faire court. Alors, un truc qui est intéressant à voir, quand on voit un film, en général, on a le générique qui défile à la fin, qui va du bas vers le haut. THX 1138 commence avec le générique qui va du haut vers le bas. Donc c'est une façon pour Georges de dire, regardez, je vais vous défiler l'histoire à l'envers. Là, c'est une évidence, je veux dire, c'est le seul film de l'histoire du cinéma où le générique des films. Après, si on regarde l'évolution des films, THX 1138... Il y a Irréversible de Gaspard Noé aussi. C'est un copieur, c'est vrai, tout à fait. Oui, bah, Irréversible, on comprend aussi pourquoi. Ouais, voilà. Il est à l'envers le film. THX, c'est un film pour adultes. Intervenant de 18 ans à l'époque, carré blanc quand il est passé à la télé, ça m'avait frustré, j'ai pas pu le voir. American Graffiti, c'est un film pour ados, Star Wars, c'est clairement un film pour enfants. Donc on voit l'évolution, comme ça. Bon. Si on regarde la musique, THX, musique de Lalo Schifrin, musique un petit peu futuriste. American Graffiti, une musique ancrée dans son temps, les 41 tubes des années 50, début 60. Et puis, de la musique classique pour Star Wars. Donc on voit une évolution aussi au niveau de la musique. Si on regarde au niveau de l'évolution de l'histoire, THX 1138 a été tiré d'un court-métrage, qui était lui-même tiré d'un traitement de 2 pages écrit par un copain à Georges. Il est arrivé à bout de son histoire, il n'avait plus rien à raconter. American Graffiti, il y avait un petit développement à faire, il avait même fait une petite suite. Et Star Wars, on voit qu'il s'épanouit complètement, puisqu'il a créé un univers où on fait encore des films. Et on va en faire de plus en plus. Évolution des films, THX 1138, alors je spoil pas mal, hein, si vous n'avez pas vu les films, vous vous arrêtez, vous regardez les films, vous revenez. Ça se passe sous terre. Hein, THX, c'est un film souterrain. American Graffiti, ça se passe sur Terre. Star Wars, ça se passe dans l'espace. Dans l'espace. Donc on voit l'évolution. Dans un œuf. Je continue. Ces 3 films aussi sur la vitesse. Il y a des poursuites de voitures phénoménales dans THX 1138.
c'est le cruising d'American Graffiti où la vie se passe en voiture, et dans Star Wars, tout se passe dans les vaisseaux. Donc c'est une passion de George Lucas. D'ailleurs, s'il n'avait pas eu cet accident de voiture, il aurait fait pilote de voiture et pas metteur en scène. Hein. Donc la vitesse, c'est quelque chose qui l'obsédait. La boucle est bouclée aussi parce que le film THX 1138 se commence très très mystérieusement par un extrait du serial de Buck Rogers. Épisode 4 ou 5 d'un serial de Buck Rogers, et en boucle, parce que finalement Buck Rogers c'était ce qu'il voulait faire avec Flash Gordon, et il le fait finalement dans Star Wars. Donc ça c'est au niveau de la création des films. Alors pour être très rapidement des Special Editions, c'est 3 films qu'il a refait. THX 1138, dès qu'il a pu, il a refait des scènes, qui sont un peu bizarres, bon, c'est ce qu'il a voulu. Même American Graffiti, il l'a retouché. Il a refait le plan du début, il a rajouté un coucher de soleil qui n'était pas le coucher de soleil original. Et puis bon, Star Wars, on connaît l'histoire, il en a fait 1001 versions. Quelques trivia aussi, des petites anecdotes. La voiture de John Milner dans American Graffiti, plaque d'immatriculation THX 138. Bon, ça c'est des petits liens. Une scène qu'il a coupée de Star Wars rappelait beaucoup American Graffiti, c'est une scène de jeunes dans un café. La petite anecdote rigolote, c'est pendant le tournage d'American Graffiti, il entend un mec demander le R2D2. Et c'était quoi? C'était Reel 2, Dialogue 2, Bobine 2, Dialogue numéro 2, pour la bande-son du film. Et il s'est dit, ça, je garde. Dans THX 138, on parle d'un Wookiee à un moment donné. Bon, c'est rigolo. Et puis à un moment donné, il y a des hologrammes. Dans THX, on voit des hologrammes. Et aussi, pour les fans de George Lucas, il y a des nains dans THX 1138. George Lucas met des nains dans tous ses films. Sauf American Graffiti. Voilà. Ça te parle, ça. C'est Renaud surtout. Aussi. Alors, qui aime bien les absolument. Bonjour à Renaud pour les nains. Alors, au niveau de l'histoire, un peu plus intéressant, parce que là, on peut dire il divague. THX 1138, l'avenir est très sombre. C'est comme un avenir très très pessimiste. American Graffiti, pour tous ces jeunes, il y a un avenir incertain. On ne sait pas où ils veulent aller. Et à la fin de Star Wars, c'est un avenir extrêmement optimiste. Donc, American Graffiti, c'est pendant la guerre du Vietnam, non? Ah non, ça c'est le 2. Ça, le 2. Non, ça se passe en 62. Et c'est vraiment ces jeunes qui sont... C'est le dernier jour de fac. Ils ont fait leur fête de fin d'année. Et puis on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, en fait. Hein. Donc c'est vraiment... Donc leur avenir est incertain, finalement. Et on va le découvrir un petit peu dans American Graffiti, la suite qu'il a fait un peu plus tard. Alors c'est 3 films où on va s'échapper. THX 138, c'est clairement l'histoire de quelqu'un qui s'échappe de ce monde totalitaire. Les personnages d'American Graffiti, en particulier celui de Richard Dreyfuss, cherchent à s'évader de cette ville qui est un peu trop petite pour lui. Et bien entendu, Luke Skywalker va vouloir s'évader de Tatooine parce que c'est une ville qui est trop petite pour lui. Au niveau du sexe, THX 138, c'est un film où le sexe est graphique. On voit des scènes d'amour, clairement, entre THX et LUH, sa compagne. Le sexe, il est un peu suggéré dans American Graffiti, c'est un peu l'obsession de tous ces adolescents, et il est complètement édulcoré de Star Wars, encore une fois, adulte, adolescent, enfant. Donc on retrouve le thème. Un autre truc intéressant, c'est la police. La police est extrêmement omniprésente dans THX 1138, ce sont des robots avec des masques, elle est vraiment très très puissante, cette police, elle est effrayante. Dans American Graffiti, elle est toujours là, omniprésente et court après ces jeunes, mais on s'en moque un petit peu. Et puis les Stormtroopers de Star Wars, on en rigole concrètement. Donc en fait, Star Wars, George Lucas, il aime pas la police. Hein. On voit, il s'émancipe de la police par rapport à ça. Alors c'est des films de recherche aussi. Quelque part, THX va chercher LUH, donc sa compagne. Dans American Graffiti, Richard Dreyfuss, il va chercher sa blonde, qui s'avère être une prostituée pendant tout le film. Et puis, Luke va chercher Leia. Un truc intéressant aussi, c'est la vision que George Lucas peut avoir de Dieu. Dans THX 1138, il y a une sorte de Big Brother qui donne tous les ordres. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un pantin. À un moment donné, on rentre dans le studio et on voit que c'est un faux mec et il n'y a pas du tout de Dieu. Une sorte de Dieu dans American Graffiti, c'est Wolfman. Hein, c'est le mec qui va dicter un peu tout ce qui se passe dans cette nuit folle qui se passe dans American Graffiti. Et finalement, il va désamorcer ça. Finalement, c'est un petit mec qui mange des esquimaux qui sont en train de fondre parce que son congélateur est en panne. Et puis, il n'y a pas vraiment... Dans Star Wars, on peut imaginer qu'il y a une sorte de dieu, il y a la Force, et puis il y a Dark Vador. Et ça, il va le désamorcer finalement dans Retour du Jedi, où quand Dark Vador va retirer son masque, on voit un petit bonhomme qui nous fait penser au magicien d'Oz. Et puis il va tuer carrément Dieu avec les midi-chloriens dans l'épisode 1. Il n'y a pas de dieu, c'est scientifique s'il y a la Force en fait. Hein. Au niveau de la production des films, 3 films indépendants, étonnamment. THX, c'est un film très indépendant. American Graffiti aussi, et Star Wars a produit quasiment autant qu'il pouvait ces films. 3 tournages très douloureux. THX, il s'est fait chier, on lui a coupé son film, ça a été une vraie galère. American Graffiti, on lui a fait couper des scènes qu'il a pu réinstaurer à la fin. Et le tournage de Star Wars, ça a été un enfer total. La présence de Coppola est intéressante. Coppola, c'est le mentor.
Coppola est très très présent sur THX 1138. Il va aider son poulain, il vient de faire Le Parrain, donc on peut rien lui refuser. Sur American Graffiti, que personne ne veut faire, il va forcer le passage THX avec Warner. American Graffiti, c'est avec Universal. Il va forcer le passage Coppola, en disant c'est moi qui ai fait Le Parrain. Universal n'aime pas du tout le film, ils veulent même faire un téléfilm. Il a fallu que Coppola mette tout son poids dans la balance pour faire le film. Et du coup, il fait rien, Coppola, dans le film. Il a juste mis son nom. Et puis dans Star Wars, il est plus là parce qu'il est parti faire Apocalypse Now. Et George voulait faire Apocalypse Now, mais il a pas voulu attendre. Il a préféré faire Star Wars en attendant. 3 films écrits par Lucas, tous les 3, écrits ou coécrits. Le montage, c'est sa femme, une des meilleures monteuses d'Hollywood, la monteuse de Scorsese, Marcia Lucas. Donc on retrouve un petit peu le truc. On retrouve le sens du cadrage, du montage de George Lucas et le son. Le son est extrêmement important. THX, si vous écoutez la bande-son, c'est juste une tuerie. La bande-son d'American Graffiti, c'est devenu le best-of de toutes les meilleures musiques de l'époque. Et la bande-son de Star Wars, on va pas en parler des heures, c'est juste fabuleux. Donc voilà. Je continue. J'aurais une question. Vas-y. Après, au niveau... Ce qui s'est passé, donc, le succès de George Lucas avec Star Wars l'a empêché de faire tous ces petits films expérimentaux qu'il voulait faire. Et Coppola l'a beaucoup regretté là-dessus. C'est dommage, mais on espère maintenant que Lucas refasse ses petits films perso. Là, il est barré dans son musée, mais on désespère pas. Et alors, je voulais... Donc, voilà, 3 chefs-d'œuvre, 3 films extraordinaires. Et pour ceux qui ne sont pas complètement convaincus, je vais vous proposer une approche. THX 1138 se finit avec un coucher de soleil. Robert Duvall sort enfin sur Terre et on voit un soleil qui se couche. American Graffiti commence sur un coucher de soleil. Et ça va être la nuit, et tout le film va être nocturne, va se passer la nuit, et American Graffiti finit. Le jour se lève, et il y a un avion qui est dans le ciel, et Star Wars commence avec un vaisseau dans l'espace, et première scène de Star Wars sur Tatooine. Le jour est levé et il fait jour. Donc c'est vraiment, et ça quand on connaît Lucas, quand on connaît son sens du détail et de la perfection, ça ne peut pas être innocent. Il a vraiment conçu tout ça comme une vraie trilogie, complètement décorrélé chaque film, mais pour lui c'était vraiment, il avait ça en tête, je pense, et c'est vraiment ces 3 films majeurs. Après il a arrêté le cinéma pendant 22 ans, avant de reprendre. On pourra parler d'autres films de George Lucas plus tard. C'était ça ma question justement, ouais. Parce que non, vas-y, ouais. Parce que en fait Lucas, comme tu as cité Coppola et De Palma et Scorsese et toute cette bande de mecs qui étaient finalement étudiants en cinéma à peu près à la même époque, de la même génération, etc. Pourquoi lui, justement, contrairement à tous les autres, n'a pas continué? Alors, le tournage de Star Wars en Angleterre, ça a été l'enfer total pour lui. C'est-à-dire qu'il est entouré de vieux de la vieille, et quand il disait « mettez la caméra là », le chef-op disait « non, c'est mieux là », etc. Et on l'a fait chier. Après, il revient aux États-Unis pour voir les effets spéciaux. Les mecs étaient tous en train de fumer du shit dans le hangar. Ils avaient fait 3 plans d'effets spéciaux alors qu'ils en attendaient 200. Ça a été l'enfer total. Et du coup, il a préféré sous-traiter la mise en scène à Irving Kershner puis à Richard Marquand pour ces films-là. Après, il est devenu un producteur, mais bon, le succès faisant, il est obligé de faire tourner sa boutique, mais ça l'a dégoûté. Et vraiment, après, en 96-97, là, c'était une personne un peu plus âgée, et là, j'y retourne. Il a essayé de refiler le tournage à Spielberg, à ses copains Ron Howard, puis il s'est bien aperçu que c'était tellement son histoire qu'il aurait été trop compliqué de sous-traiter. Donc du coup, il a repris goût à la mise en scène, mais c'est un mec, il bossait 8h-5h à partir des années 90, il s'était mis, il a perdu sa femme avec Retour des Jedi, elle est partie, il faisait que travailler. Donc du coup, il a eu besoin de ce break, je pense. Et voilà, après il a repris goût à la mise en scène. Après, bon, moi je suis un grand admirateur de l'épisode 1, 2, 3, qui sont très très différents des 4, 5, 6. Tu fais bien de le dire vite. Mais c'est le fan, c'est le seul au monde. Non, vu le succès du film, je pense que... C'est Only One qui est le but. Donc en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de revoir ces 3 films, dans l'ordre, avec ça en tête. C'est pour moi une belle histoire de genre. Sérieux. Le blanc est omniprésent dans THX 1138. T'as une idée de pourquoi il l'explique à un moment, Lucas, dans une interview ou dans un... Alors, c'est un truc que je voulais parler. C'est un film qui est très très blanc, THX 1138,
American Graffiti est très très sombre, avec beaucoup de rouge, et on va trouver des couleurs beaucoup plus pastel dans Star Wars. Donc ça, encore une fois, c'est une évolution des couleurs. Alors, je pense qu'il y avait ce côté d'immensité qu'il voulait à un moment donné, parce que c'est s'échapper de quelque chose où il n'y a pas de porte. C'est un peu ça l'idée de THX Missile. Et finalement, voilà, et on peut marcher des kilomètres et puis on tourne en rond. Et je l'ai revu récemment, c'est assez spectaculaire. Moi, j'adore. Et puis c'était une façon de faire quelque chose d'impressionnant sans effets spéciaux, sans argent, parce que c'était un tout petit budget. Au niveau du succès, ce qui est intéressant, THX a été un bid, on imagine. American Graffiti a été un record, le ratio entre le budget et le box-office américain. Oui, parce que le budget il a coûté 750 000 $ et a rapporté 75 millions. Donc il y avait x100. Et le premier film qui a battu ce record, c'est Blair Witch Project, qui avait coûté 3 francs 6 sous. Il y a Rocky aussi, c'est un des plus grands succès. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, ça a vraiment été le record. Et bien sûr, Star Wars, bon, c'est pas la peine de parler du succès, mais c'est marrant, c'est qu'on voit... Par rapport au budget, on parle... Oui, tout à fait, ouais. Mais Star Wars n'avait pas coûté très cher, elle a coûté genre 10 millions, un truc comme ça. C'était beaucoup à l'époque pour ce film-là, mais c'était pas non plus délirant. Mais c'est intéressant de voir cette évolution qui suit à la fois les idées de George Lucas et sa vie lui-même. Finalement, parce que ça a traversé sa vie, et bon, après, ça a été aussi un peu sa croix, hélas, parce qu'il s'est retrouvé à avoir cette entreprise avec des milliers de gens à faire vivre. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la même croix. Hein. Non, mais artistiquement, je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mec il n'a jamais eu un tournage facile, quoi. C'est ça. Alors, si, à partir de l'épisode 1, 2, 3, ça, il était un petit, parce que c'était lui le boss, quoi. C'était lui le boss. Ouais. On l'a fait chier, tout le temps. Même American Graffiti, ils ont coupé les scènes avec Harrison Ford. Et du coup, quand il a ressorti le film après Star Wars, il a remis ces scènes-là. C'est un mec qui a été persécuté au niveau des images, quoi. American Graffiti, ils voulaient en faire un téléfilm. Universal a dit à Coppola, ils ont fait une projet de presse, on va pas sortir ça au cinéma. Les mecs étaient atterrés, quoi. Donc, heureusement, Coppola a gueulé, et du coup, ça a été un des films, cultes pour moi. En parlant de Star Wars, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce que les derniers, là, qui sont en train de sortir, le 7, le 8. Juste savoir. Le 8 est mieux que le 7. Parce qu'en fait, pour moi, Disney a tué Star Wars. Vraiment. Parce que il y avait ça s'est arrêté en 2005, Star Wars. Pour moi, c'est mes héros, en fait. C'est Han Solo, c'est Princesse Leia. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec le 7 et le 8, ils sont en train de les mettre en retraite. En plus, il y a des choses, pour moi, c'est pas cohérent. Sans spoiler la gueule, il se passe un truc en particulier avec Han Solo et il aurait jamais pu se faire avoir comme ça. Non, mais le plan marketing, c'est d'en tuer un par film. Donc, pour l'instant, c'est bon. On a tué 2 sur 3. Ouais, mais en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est pas pour faire ma vieille conne, mais j'ai l'impression qu'ils mettent tout le monde un petit peu en retraite. Enfin, c'est comme si ceux qui ont créé la légende Star Wars, la religion, si on peut dire, en fait, c'est comme si maintenant on leur disait, Carrie Fisher, naturellement, mais c'est comme si aujourd'hui on dit, bon, c'est bien, vous avez fait le job, au revoir. Et il y a une nouvelle génération. Et moi, j'arrive pas à m'attacher à la nouvelle génération. Les films sont pas pour nous, hélas. Ouais. Et il y a une volonté de tuer le père. C'est-à-dire que quand tous ces gens ont repris Star Wars, tout le monde a pensé qu'ils pouvaient être meilleurs et faire les meilleures idées. Et il s'agissait de planter un couteau. J.J. Abrams a clairement craché sur les épisodes 1, 2, 3. C'est d'une façon assez innommable. Quand Mark Hamill a gueulé sur son rôle dans l'épisode 8, on lui a mis un gros chèque sous le nez en disant « Tu veux faire le 9 ?» Et puis là, il a changé d'avis sur l'épisode 8, il trouvait ça bien finalement. Voilà. Et donc il y a une vraie volonté de tuer le père pour pouvoir s'émanciper et faire autre chose de la saga. Bon, il y a des trucs, moi c'est limite sacrilège. Tu regardes Chewbacca, c'est à peine si tu le vois, et c'est un faire-valoir. Enfin voilà, Han Solo, si vous l'avez pas vu, n'écoutez pas ce qui va se passer, mais la façon dont il se fait démonter, et en fait, moi j'avoue, j'étais en larmes, je m'attendais pas du tout à ça. Moi j'étais allée, on me dit on va revoir tout le monde, c'est trop cool. Et là, d'un seul coup, tu le vois, déjà Kylo Ren, il a autant le charisme d'une huître, quoi, en fait, quoi, voilà. Je comprends. Une huître morte ou un rat mort, en fait, qui serait pas complètement mort, mais et en fait, pour moi, Han Solo, c'est le gars qui se fait pas avoir. Ah oui, il agit comme un père et il voit pas le truc arriver et tout ça. Mais la façon dont ils ont... C'est comme si, en fait, le mec, il avait fait le même job dans la même boîte pendant 40 ans et au moment de partir en retraite, c'est une médaille en chocolat, au revoir, ciao, bye. Et il n'y a aucun respect. Pour moi, il n'y a aucun respect pour ceux qui ont fait la légende de Star Wars. Ouais. Et pour moi, Disney a tué... Une partie des fans...
Une partie des fans est très en colère sur Kathleen Kennedy, qui était une proche de Spielberg au départ, qui est devenue la patronne de Lucasfilm, puis quand on a vendu, qui a gardé Lucasfilm chez Disney, elle a trahi le bonhomme, quoi. Clairement. George est arrivé avec des synopsis des épisodes 7, 8, 9. C'est le créateur, quand même. On aime ou on n'aime pas, mais c'est le créateur. Ils ont dit, oh non, c'est bon, on a autre chose. Bon, après, c'est... Il reste Voilà, quand quoi. même Rogue One, quoi. Oui, mais Rogue One, c'est écrit par qui? Par John Knoll, qui est un proche de Lucas pendant 20 ans, spécialiste des effets spéciaux. Là, on est vraiment dans le côté respectueux, effectivement. De toute façon, ça s'intercale quelques heures, quelques jours avant le 4, quoi. Mais non, sinon, de toute façon, on n'est plus la cible. Hein. Comme Ghostbusters, voilà, il faut en faire du neuf avec du vieux. Alors moi, j'invite les jeunes générations à créer leurs propres héros. Faites des films avec vos propres héros. Arrêtez de toucher les nôtres. J'ai une petite question. On n'a plus le temps là. On n'a plus le temps. J'ai une... De toute façon, la réponse est 42. J'ai une petite question concernant THX 1138. Alors, j'ai vu dans ma jeunesse, donc il y a très longtemps, le court-métrage THX 1138 4B, et je ne m'en souviens absolument pas. Alors, je voulais savoir si toi, tu l'as vu. Oui, je l'ai revu il n'y a pas longtemps encore. Et quel est le... Quel est le lien entre avec THX 1138? Est-ce que c'est un remake en étiré, ou est-ce que c'est la suite ou... Non, c'est vraiment un remake. Bon, c'est le mec, il a gravé THX 1138, je sais plus, sur le front. On a pris le court métrage, alors qui était au départ tiré d'un synopsis de 2 pages de Matthew Robbins, un ami de la fac qui a fait Dragon Slayer au passage, hein, le dragon du lac de feu. Qui date de 65, donc le gars avait fait un court-métrage et c'est vraiment une extension du court-métrage. Alors, c'est plus les mêmes acteurs, mais bon, c'est ce mec qui court partout, qui essaye de s'enfuir de ce monde totalitaire, avec des images assez clippées, avec des écrans vidéo, mais c'est vraiment, voilà, on a étendu le court-métrage. C'est très intéressant. La question était vraiment pertinente. Absolument. Et on peut le voir où alors? Il est en bonus dans le Blu-ray. Il est en bonus dans le Blu-ray, d'accord. Donc il faut acheter le Blu-ray pour le... En 2D. Voilà, il faut faire donc THX 1138. Oui. D'accord. Daniel Bouteiller. Oui, c'est à vous. Koichao. Oui, Daniel. Très bien. Oui. Tu vas nous parler de quoi, Daniel? Je ne sais pas. Tu veux que je parle de quoi? Schlock. Ah oui, de Schlock. Donc, Alain ou Robert? Schlock, le premier film de John Landis, réalisé en... Bruno Perrier. 76, non? 1976, oui, quelque chose comme ça. Fais un peu la potiche. Donc Schlock est le premier film de John Landis, qui est un... Comme c'est... Comme c'est... Toi les maîtres. Allez, Daniel. Un peu de sérieux. Allez, Schlock. Daniel, il a Bon, on recommence pas. Non, allez, continue. Daniel, oh. Schlock. Schlock est le premier film de John Landis réalisé en 1974. C'est ça, Christian? On va regarder. Tu veux le micro? Moi, j'ai 76 en tête, mais c'est marqué 2018 là. Mais... Ouais, c'est 2018, quoi. Non, non, 1396, il y a marqué là. C'est le 14e siècle en fait. Continue, Daniel. Vas-y. Oui. Je sais plus. C'est écrit. Oui, non. On avance. Bon, allez, on recommence. Vas-y, continue. Donc, les films d'Hitchcock, vas-y. Pas la montre. Donc je vais vous parler de Schlock, le premier film de Tu John l'as déjà Landis. dit, ça. Qui a été tourné dans une année dont on n'arrive pas à la trouver. Le premier film réalisé par John Landis, qui avait 21 ans à l'époque du tournage. Alors, John Landis explique dans les bonus, je vais passer directement aux bonus du film, qu'il avait 16 ans quand il a quitté l'école avec l'idée de devenir réalisateur, travailler dans le métier du cinéma. Il est donc parti à Hollywood chercher un emploi. Il a trouvé un emploi de coursier à la Fox. Et petit à petit, il s'est familiarisé avec le milieu. Il a fait ami avec des personnalités du cinéma, dont Andrew Marton. Et il est parti travailler sur le tournage de Catch 22. Ce qui l'a dégoûté de ce travail, puisqu'en fait il explique qu'il il faisait partie de l'équipe qui filmait les scènes au sol à partir d'un avion,
Et donc il n'avait absolument aucun contact avec les comédiens qu'il filmait du haut du ciel. Et il est retourné travailler à la Fox comme coursier. Putain, je sais plus où j'en suis. Il était coursier à la Fox. Il est parti à Almeria. Merci, il est parti. Et après, il est arrivé à Almeria. Comment tu veux qu'on fasse quelque chose avec ça là? Allez, on va parler de Allez, catch 22. Peut-être un catch 22. Ouais. Donc il part, il revient travailler comme coursier à la Fox, puis il part à Almeria. Il bosse sur Kelly's Heroes, donc de l'or pour les braves. Oui. Oui. Et sur lequel il est cascadeur. Il devient ami avec Rémi Julienne. Bon, bref, il continue à travailler dans ce milieu du cinéma. Il a une petite vingtaine d'années, un petit peu moins même. Il va ensuite... J'espère. Veuillez nous excuser. Daniel a un trou. Et c'est lui qui m'a piqué mes... Donc il passe ensuite à un concours pour devenir assistant réalisateur. Il est reçu avec une note extrêmement bonne, peut-être même premier. Et Robert Aldrich, qui faisait partie des membres du jury, lui demande de fournir ses diplômes. Et il réalise qu'en fait il n'a aucun diplôme puisqu'il a quitté l'école à l'âge de 16 ans, et on lui explique que donc il ne peut pas avoir sa carte, et il est complètement dégoûté. Il quitte le milieu. Il va de rage, il va au cinéma, il va voir le film Trog. Et ça l'inspire pour faire son premier film. Bon, il trouve que Trog est très mauvais. Trog. Oui. Trog. Trog. Il a eu des problèmes de troc. Voilà. Donc, il trouve le film très mauvais, et il se dit, quitte à faire un film mauvais, pourquoi pas moi? Et John Landis est un grand fan des singes, sous toutes leurs formes. Et quand il bossait à la Fox, il était devenu ami avec John Chambers, qui est le maquilleur de La Planète des Singes. Et il a une idée de scénario dans lequel, en fait, il mettrait en scène un singe qui serait le chaînon manquant entre l'homme préhistorique et le règne animal. Voilà. Il demande à John Chambers un budget pour créer un singe, un personnage de singe, et John Chambers lui annonce pour toi je ferai pour $150,000, ce qui est évidemment 4 ou 5 fois le budget du film. Ça fait cher le poil. Hein, oui. Donc il a le budget qu'il a réuni en taxant à droite à gauche dans sa famille, son oncle, enfin il avait mis tout le monde à contribution. Et il se dit bon, je vais le faire avec un costume, un costume tout fait, quoi, un costume au poil, merci. Et donc il va à Hollywood chez un spécialiste qui s'appelle Don Post, où il trouve un costume, mais qui coûte encore très très cher. Et là, quelqu'un lui dit tu devrais prendre contact. On a un petit jeune qui est passé nous voir. Ce matin, il nous a donné sa carte. Il a l'air de faire des maquillages qui sont pas trop mauvais. Rick Baker. Voilà, et donc il prend sa voiture, il va sonner à la porte de Rick Baker, qui est un petit jeune tout boutonneux, qui a jamais rien fait, extrêmement introverti. Et il lui explique son projet, et Rick Baker lui dit je peux le faire pour $4,000. Ce qui fait une sacrée différence. Et là, effectivement, on rentre complètement dans le budget.
Et donc... C'est le singe d'ailleurs, non? Oui, il me semble. Hein. C'est John Landis, ce singe. C'est Landis. Et oui, donc dans les bonus, d'ailleurs, il explique qu'il a quand même pas mal souffert pendant le tournage, parce que tourner sous le soleil de Californie dans un costume de singe, il perdait je sais pas combien par jour, enfin c'était une horreur. Voilà, donc il tourne son film en 11 jours. Et après, il a évidemment énormément de mal à le faire distribuer. Il le montre dans des festivals dans lesquels il acquiert un succès d'estime. Et donc ce film est resté invisible en France, en tout cas, et, je pense en pas mal de pays pendant très longtemps. Et il vient de sortir en Blu-ray en Allemagne, dans un très très beau coffret. Voilà, donc avec un petit livret à l'intérieur. En allemand. En bilingue, un livret anglais-allemand, et dans une magnifique copie restaurée. Et le film en fait reste tout à fait sympathique, drôle, totalement iconoclaste. Et je ne peux que vous le conseiller. Je crois qu'on peut le trouver. Ça a été tourné en 16 Ce que j'avais demandé. Ça a été tourné en 35. Ah, j'aurais cru. Ça a été tourné en 35. L'image était granuleuse à l'époque, mais avec des copies pourries, donc c'était 35 quoi. Il vaut son pesant de banane, quoi. Absolument. Et donc, alors le film est sorti, est ressorti quand John Landis a commencé à avoir du succès. Il est ressorti sous le titre The Banana Killer en France également. En France également, il est ressorti sous le titre Le Tueur à la banane. D'ailleurs, je crois qu'on a une affiche sous le titre Schlock, le tueur à la banane, là-bas. Ouais, celle-là. Là. Non, celle-là, derrière. Non, mais c'est pas grave, c'est plus facile d'attraper celle-là. Et ensuite, John Landis a eu évidemment le succès qu'on connaît avec Blues Brothers, avec National Lampoon, donc American College. Un des sketchs de la 4e dimension. Le loup-garou de Londres. Le loup-garou de Londres, bien entendu, qui est absolument. Les Trois Amigos, qui est très bien. Moi, personnellement. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller l'achat de ce Blu-ray Schlock. En vente dans cette salle. Absolument. Metal Luna Store, 7 rue Dante à Paris. Voilà. Limité à 2000 exemplaires, et à mon avis. Oui. Mais t'en restes je crois que ça... Non, là j'en ai plus. Il en reste 4 en tout dans le monde et ils sont ici. C'est un peu la fin là déjà. Ouais. Très bien, c'était très intéressant, Daniel, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bruno. Oui, c'est moi. C'est à toi de jouer. Bruno. Merde, on a pas réussi à dormir. C'est la bouteille. Georges Lucas et les films de Madame. Par Bruno. Moi je voulais vous parler d'un film anglais fantastique que j'aime beaucoup, qui malheureusement n'est pas disponible, comme souvent. Voilà. C'est un film qui s'appelle Le Cercle Infernal. Ah, c'est pas celui-là? Non, ça c'est pour plus tard. Ça. Et donc c'est un film fantastique anglais de 78 qui avait quand même eu le Grand Prix au Festival d'Avoriaz, qui est une histoire de fantôme, un drame sur le deuil, etc., sans en dévoiler trop, avec Mia Farrow qui joue le personnage féminin principal, qui rappelle dans son interprétation et dans l'ambiance son fameux rôle dans Rosemary's Baby de Polanski. C'est un film qui malheureusement, et depuis des années, beaucoup de gens recherchent et les droits et le négatif du film, et particulièrement la bande-son apparemment, et qui n'est jamais ressorti. Il y a eu un DVD français il y a bien longtemps qui était absolument abominable, parce que le film est un film d'ambiance, très éthéré et tourné en cinémascope, et le DVD français était le montage américain sous le titre Haunting of Julia, ça c'était le titre américain, dans une copie abominable en plein écran qui avait été zoomée en 16:9, ce qui veut dire que grosso modo il manquait plus de 50% de l'image, donc ça n'avait plus aucun intérêt, aucun point de vue.
C'est passé une fois sur Canal+, je ne sais plus dans quel cadre, et puis il y a eu des diffusions sur le câble américain, sur la chaîne de Sony, il y a quelques années, donc on peut trouver le film sur Internet plus ou moins, mais voilà, il reste totalement inédit alors que c'est un film merveilleux, et notamment parce que c'est ça, notamment, et ça aussi c'est épuisé malheureusement, pour sa musique au piano de Colin Tones, un compositeur anglais, et la musique participe énormément à l'ambiance du film et est vraiment fabuleuse, quoi. Et que dire de plus sur ce film? Oui, ça fait aussi penser, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui aimeront le découvrir un jour quand ça sera possible, au film de Nicolas Roeg, Don't Look Now, puisque c'est la base de départ. Parce que de toute façon, ça c'est pas vraiment dévoiler grand-chose, étant donné que c'est la première scène du film. C'est un couple qui perd son enfant dans un accident. Là, en l'occurrence, leur petite fille, en mangeant une pomme, s'étrangle et meurt. Voilà. Et ensuite, des mois passent et le couple se sépare. La mère vient habiter seule dans une étrange maison victorienne, et il y a toute une histoire de fantômes. Et tout l'intérêt du film est évidemment dans l'ambiance, auquel la musique participe énormément, c'est très important. Et ça reste un film fantastique ou pas, sans dévoiler la fin, qui est une des plus belles scènes du genre. Et c'est pour ça que ça serait très bien que le film ressorte et soit redécouvert. On ne sait jamais réellement si le film est fantastique ou non. Voilà. Et c'est un film qui fait très peur. Hein. Oui, moi je l'ai vu à l'époque. Pas à Variaz, mais je l'ai vu quand c'est sorti, et ça a eu d'ailleurs un relativement bon succès, quoi. Même si le réalisateur Richard Loncren a fait un peu de télé après, et avait fait un autre film qui s'appelle Richard III, dont on parlait tout à l'heure, qui était plutôt sympa, qui était une variation futuriste sur la pièce de Shakespeare. Voilà, ça reste un film assez unique et dont beaucoup de gens ont parlé et ont été influencés, notamment Pascal Logi avec son Saint-Ange lui avait rendu hommage, parce que c'est un de ses films préférés. Mais le film reste dans de bonnes conditions et facilement totalement invisible pour l'instant. T'as quelque chose à dire? J'ai rien à rajouter. Alors moi je vais vous parler d'un livre, Continental Film. C'est un magnifique livre qui est sorti déjà il y a quelques temps, édité par La Tour Verte. Et donc c'est un livre qui revient sur donc, la fameuse Continental, donc, société de production allemande, qui était basée à Paris, et qui a permis de faire vraiment de très bons films, dont des chefs-d'œuvre, comme La Main du Diable, qui est juste derrière moi, entre autres. Il y a eu La Main du Diable, il y a eu Le Corbeau, L'Assassin habite au 21, enfin bref, de très très bons films. Et ce qui est vraiment très intéressant avec ce livre, c'est que pour la première fois, l'auteur a eu accès aux archives allemandes et françaises. Et là, vraiment, il y a des choses incroyables qui ressortent dans le livre. Et le livre est passionnant parce qu'il se lit vraiment comme un polar. On se demande comment les protagonistes vont finir Est-ce qu'ils vont avoir des démêlés avec la Libération? C'est passionnant. Toi, tu l'as lu, Christian? Ouais, j'ai absolument adoré. Comme tu dis, ça se lit comme un polar. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un livre à charge. C'est pas on va vous balancer la liste de tous les collabos. On justifie, on explique pourquoi certains ont collaboré avec les Allemands, les pressions qu'ils ont reçues. Il y a par exemple l'anecdote avec Marcel Pagnol qui les a envoyés chier, mais grave, qui faisait genre il était malade, je sais pas quoi. Il a tout fait pour pas taffer pour les Allemands, il a réussi. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est pas à charge. Il y a des moments très émouvants. Harry Bor, par exemple, la mort d'Harry Bor, mais ça tire des larmes. C'est vraiment un livre. Moi j'avais peur au début, je me dis j'ai pas vu le tiers des films, je vais rien comprendre, je vais être largué. Mais au contraire, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un film qui donne envie de voir tous ces films, justement, tous les films de cette période. Et ce qui est bien, c'est que ça parle aussi beaucoup des techniciens, parce que bon, c'est vrai que quand tu es technicien pendant cette période et que tu as une famille à nourrir, finalement tu te poses pas de questions, quoi. L'argent n'a pas d'odeur. Tout à fait. Non mais il fallait vivre, c'est ça. Le truc c'est il fallait manger. Les mecs ils savaient faire que des films. Ils étaient restés en France. Il y avait ceux qui étaient barrés aux États-Unis comme Gabin et compagnie. Eux ils étaient en France et il fallait bosser. D'autant que c'était pas des films de propagande. Non, absolument. Tout à fait. Ouais. C'est qu'il y avait justement, comment il s'appelle le patron de la Continentale, Breven, il leur mettait pas la pression particulièrement pour faire de la propagande. Il voulait, lui c'était presque un artiste, il se sentait comme un mécène ce mec-là. Il voulait qu'on fasse des bons films.
Et donc, il n'y avait pas de notion. Au contraire, les Français s'amusaient à mettre des messages un peu subliminaux, parfois résistants. Quoi, un peu anti-allemand, mais très discret, quoi. Le Corbeau, par exemple. Le Corbeau, un film contre la délation. Et c'est pas juste des films de collabos faits par des collabos pour vendre l'image des Allemands. Non, c'est pas du tout ça. C'est ça qui est intéressant, en fait, ce que j'ai découvert, parce que moi, la Continentale, c'était les méchants nazis qui forçaient les Français à faire des films de propagande. C'est pas du tout ça, et ce film l'éclaire complètement, quoi. Et le livre est vraiment passionnant. D'ailleurs, je crois qu'il a obtenu un prix des critiques. Un prix de la critique de cinéma l'année dernière, et largement mérité. Donc je vous conseille, c'est vraiment passionnant. Et c'est un très bon éditeur qui édite d'autres livres sur le cinéma, qui est effectivement a sorti aussi un livre sur le Mario Bava, je ne sais pas si on le voit devant, donc qui est très intéressant aussi. Donc un éditeur à recommander. Ouais, plein de trucs à lire, tout ça. D'autant simplement que je veux quand même dire que la Continentale a vraiment donné des chefs-d'œuvre au cinéma français dans les années 40, quoi, pendant la période d'occupation. Il y a vraiment des films absolument incontournables. Oui, parce qu'à cette époque-là, la vie continuait. Les gens sortaient, les gens allaient au cinéma. C'était pas tout le monde planqué chez lui pendant 5 ans, quoi. C'était vraiment la vie continuait à Paris, en province, et il fallait s'alimenter. Il n'y avait plus aucun film américain, bien entendu. Donc il fallait s'alimenter de films pour nous, et puis c'est vrai que les Français avaient plutôt envie de voir des films français quoi, que des films allemands. Pas comme maintenant, quoi. Ça a un peu changé. Daniel a bien connu cette période. Oui, Tu t'en souviens, Daniel? Absolument, j'ai beaucoup donné d'ailleurs. Je m'en souviens, je crois. Hein, très ami. Très ami avec le film Marshall. Alors pour finir, un film que vous avez vu récemment, Sandrine, tu as vu le dernier Avengers, il me semble. Ah oui. Oui, alors? Ah ben, si vous l'avez pas encore vu, il faut y aller, franchement. Même si c'est du Disney? Genre, en fait, j'y pense pas. Tu occultes. J'occulte, merci, je cherchais le mot. Non, en fait, c'est de toute façon, comment dire? Ouais, c'est prenant. Franchement, c'est hyper prenant. Il fait 2h40. Et moi qui ai un peu du mal à rester 2h40 à rien faire, je me suis dit, oh là là. Et finalement, on voit pas le temps passer. Et puis, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve les Gardiens of the Galaxy avec Groot. Voilà. Groot, c'est le meilleur. Et il parle pas beaucoup, mais voilà. Non, en fait, on retrouve un peu tout le monde. J'aime bien l'idée que tout le monde se retrouve, en fait. Donc, voilà, le seul truc. Alors, franchement, je suis désolée, je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes, mais il y a juste Black Widow. Je comprends pas le délire. Parce que Black Widow, alors c'est peut-être superficiel, hein, d'accord, mais Black Widow pour moi, elle est rousse et là, en fait, on la voit blonde. Et du coup, comment c'est grave. C'est hyper grave. Je suis désolée, c'est mon petit côté, c'est le petit côté garde. Je suis choqué moi. Non, mais c'est en fait, je sais pas, c'est sur le coup, je me dis, elle est pas rousse et ils auraient dû juste, ouais, mais foutez-vous de ma gueule, mais c'est vrai que ça m'a choqué. Non, mais et en fait, non, à côté de ça, ce que j'aime, c'est le côté, voilà, c'est Thanos. C'est l'affrontement avec Thanos et il n'y a pas de concession en fait, et puis je peux pas tout spoiler, mais ouais, faut vraiment le voir, vraiment, et chacun a son petit moment de gloire en fait, si on peut dire, chacun a sa place, voilà, et puis surtout ça appelle un prochain Avenger qui arrivera l'année prochaine, malheureusement. Faut pas dire ça. Ouais. Et on n'a pas fini là. Je comprends pas comment ils vont te tuer. Moi j'ai ma théorie. Les Mathéo. Non, mais en fait, il y a honnêtement, c'est un crève-cœur. En fait, pour moi, cet Avenger, ça a été un crève-cœur. Sans dévoiler ce qui se passe, mais je m'attendais pas à ça. De toute façon, justement, tout ce qui est super-héros, j'essaye de pas me spoiler la gueule. Il y en a qui meurent, c'est ça, si j'ai bien compris. Il y en a plusieurs. Mais je pense qu'ils vont ressusciter, je sais pas pourquoi, mais. Oui, c'est ce qu'il faut. Il y a plein de bagarres aussi. Il y a plein de bagarres, il y a plein de morts. Il y a un méchant à la fin. Mais après, voilà, c'est peut-être pas le film de l'année, c'est pas. Pour moi, c'était parce que c'est un film de super-héros, donc forcément, je voulais y aller. Mais le truc qui est aussi sympa, c'est que ça. Bon, il y en aura un prochain, je crois que c'est à l'automne 2019, ou au printemps 2019, je sais plus. Mais ça appelle donc un nouveau personnage, en fait, c'est Capitaine Marvel, justement, en fait. Voilà. Donc ça va. Femme. Et c'est même, je crois que c'est la toute nouvelle incarnation, je raconte peut-être des bêtises, la toute nouvelle incarnation en fait de Capitaine Marvel.
C'est voilà, parce qu'il y en a une qui est restée de longues années. Et je crois qu'ils reviennent sur Monica Rambeau. Je sais plus laquelle que ce sera. Je suis désolée. Mais en tout de toute façon, elles sont toutes pareilles. voilà, donc non. Mais en tout cas, ça amène Capitaine Marvel en fait quoi. Ça va introduire le personnage de Capitaine Marvel. Voilà. D'accord. Qui l'a vu, tu l'as vu? Ouais, moi je pas trop aimé. Le problème c'est que les films Marvel c'est pas des films. Il n'y a pas de mise en scène. C'est bon, c'est plaisant, on retrouve tous les persos, mais ça m'a un peu gavé. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Non, mais je trouve ça super sympa. Maintenant, je sais pas comment le méchant va pouvoir être tué dans la suite, vu qu'il n'a pas de pouvoir, et là, il se retrouve avec tous les pouvoirs dans la main. Je suis désolé, hein, Sandrine, mais j'ai trouvé ça extrêmement longuet. Trop de personnages. C'est un fourre-tout. Et puis alors, on les voit très peu. Encore un film dans lequel ça casse énormément tout le temps, 2h30. La bataille dans le pays africain dont j'ai oublié le nom, c'est un remake de l'épisode 1 de Star Wars au passage. Le copie-coller. Et 2h30, c'est que la première partie. 40. 2h40, c'est que la première partie. Voilà. Donc moi je suis pas très fan, mais je conçois qu'on puisse aimer. Louis. Oui. Ouais, alors moi j'ai pas parlé de super-héros. Le fait de lire la bio de Tim Burton m'a donné envie de voir son premier film que j'avais jamais vu. Donc j'ai vu Pee-wee's Big Adventure. Et franchement c'est un film qui mérite le détour parce qu'on sent vraiment la patte, on sent le futur de Burton dedans. Quand on lit la biographie, il explique les problèmes qu'il y a eu sur ce film-là. Et en fait c'est très bien d'avoir lu la biographie avant parce qu'on comprend beaucoup plus de choses que si on ne l'a pas lu. Et donc voilà, Pee-wee's Big Adventure, à voir, sans modération, c'est très très réussi. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est du Burton, donc c'est du bon. Ce qui est marrant avec Pee-wee, c'était tiré d'un personnage de série télé, le Pee-wee Playhouse avec Paul Rubens, et qui était la seule série télé à l'époque, donc c'était les années début 80, qui passait et le matin pour les enfants et le soir pour les adultes. Il y avait 2 diffusions de cette série télé, parce qu'elle est complètement à 2 niveaux, quoi. Et là, le film est bien adapté, je trouve. C'est bien. Christian, toi? Alors, moi j'ai bien aimé The Maze, le labyrinthe. C'est en 3 dimensions. Un film en 3 dimensions. C'est pas vrai. Eh oui. Les Veronica Earth en 3 dimensions. Alors, 1953, donc les débuts de la 3D, premier film 3D de Allied Artists. Très très beau Blu-ray, hélas zoné région 1, pas de sous-titres. Mais bon, l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard, donc c'est relativement compréhensible. Magnifiquement restauré par Bob Funarek de 3D Film Archive. Comment ça connaître lui, hein. Voilà, absolument. Non, mais c'est le monsieur qui fait vivre la 3D en Blu-ray. Tu adores ton chèque, hein. C'est aussi le monsieur qui te fait vivre. Hein. Non, c'est un mec qui gagne pas un copec. Il gagne pas un copec et Funarek copec. Bon, il le paye en 3D en fait. En 2 mots, l'histoire c'est quoi? Donc c'est un couple fiancé, donc qui s'apprête à se marier, et puis le mec reçoit un télégramme un jour, il doit vite partir dans un château familial en Écosse, ça se passe en Écosse. Et quelques semaines après, il renvoie un télégramme en disant bon je romps nos fiançailles, sans aucune explication. Donc la fille Veronica Earth, une petite anglaise de 21 ans qui arrive à Hollywood pour faire ce film-là, elle dit donc elle va dans le château et puis elle essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe quoi. Et elle découvre un mec, donc ça se passe quelques semaines plus tard, vieilli, là, après plusieurs années, avec des serviteurs un peu étranges. Et puis non, casse-toi et tout, je veux pas de toi. Bon, et puis il creuse, donc des amis arrivent, et jusqu'à l'explication du terrible mystère, donc je ne dévoilerai pas. Très Lovecraftien, comme tel. Ça ressemble un peu au film de William Castle. Ouais. Qu'il a fait quelques Alors, ce qui est intéressant, c'est 8 ans avant, il y avait un bouquin, donc c'est tiré du bouquin, et le bouquin avait été illustré par Salvador Dali. Donc il y a une douzaine d'illustrations de Dali. Donc ils se sont inspirés un peu indirectement pour faire le film, mais c'est un petit budget. Hein. William Cameron Menzies, donc on retient quoi? La vie future, Things to Come, et puis Invaders from Mars, hein, les envahisseurs de la planète rouge de mémoire, titre français. Alors 3D splendide, magnifiquement cadré, conçu pour la 3D, avec toujours, plutôt que de cadrer droit, on cadre un petit peu de travers pour voir la profondeur de champ, donc c'est magnifiquement fait. Un secret à la fin qu'il ne faut surtout pas révéler, et à l'époque les exploitants payaient dans certaines salles un comédien avec du sparadrap sur la bouche pour dire je n'ai pas le droit de révéler le secret du film, en disant genre, surtout ne spoilez pas. C'est pour ça que ça. Voilà, il y a un côté un peu William Castle. La promo fait penser à Castle. Tout à fait. Et ça, celui c'est Louis. Hein.
Donc un beau petit film d'ambiance, encore une fois, on a un tout petit peu de Dali et beaucoup de Lovecraft. On ne spoilera pas la fin. À voir surtout en 3D si vous avez l'occasion, c'est juste un régal pour les yeux. Français, non Le Labyrinthe. Alors c'était sorti en VF dans un DVD espagnol, Bruno, c'est ça? Il y a une compagnie qui sortait des films. Atelier 13 avait sorti un DVD, Atelier 13, voilà, pas c'est terrible, ça. qui était sous-titré. Oui. Parce que je crois pas. Il y a peut-être eu une sortie salle à Il paraît l'époque. qu'il s'appelle Le Labyrinthe en français. Mais t'es sûr, c'est peut-être en Belgique. C'est en Belgique, comme d'habitude. Ouais. Donc voilà, à voir absolument si vous êtes fan de 3 dimensions comme moi. Alors, Bruno, tu as parlé d'un film très récent de 1972 que j'ai vu, que j'avais jamais vu, parce que moi j'ai toujours eu un faible et j'avais dû déjà parler d'un truc sans aucun intérêt il y a quelques temps dans le même style. C'est pour les films satanistes des années 70. Et à partir du moment où il y a des sectes sataniques, enfin comme La Pluie du Diable par exemple, qui est un peu plus connu, c'est un sujet qui m'interpelle. Et celui-là, je l'avais jamais vu, c'est un film philippin, qui est inédit en France, avec Tom Selleck dans son premier rôle, bien avant que, comme Daniel, il montre ses poils. Et justement, c'est assez étonnant parce que là, il joue un collectionneur d'art et qui découvre dans une vente aux enchères un tableau sur lequel il y a des sorcières sur le bûcher et donc pourquoi je parle comme toi sur le bûcher et donc ça se passe aux Philippines parce que c'est tourné aux Philippines, donc tout ça en décor naturel, donc c'est relativement joli parce qu'il y a cette espèce de luminosité du soleil, etc. Les scènes de nuit américaines, ça comme c'est une série B mais avec une certaine classe. Et sur ce tableau, la ressemblance avec une des sorcières, quand sa femme le découvre, ben en fait c'est elle, quoi. Voilà. Et donc les 3 autres sorcières réincarnées, enfin c'est pas très expliqué au départ mais c'est plus ou moins le cas, vont essayer de l'enrôler et il y a quelques scènes de sabbat avec des femmes dénudées, ça c'est cool aussi, et de l'enrôler en fait pour tuer son mari, parce que son mari est la personne qu'on voit brûler les sorcières sur ce tableau du 15e siècle, qui est de dos, mais en fait c'est lui, voilà. Et donc et Tom Selleck qui est plutôt bien, alors que moi je suis absolument pas fan, hein. Et c'était juste l'année avant de jouer dans Les Feux de l'amour, et puis quelques années avant de jouer dans la fameuse série Magnum. Mais il est déjà il se met très souvent torse nu, c'est pas trop pourquoi, avec un joli pyjama, hein, mais j'ai pensé à toi, ouais. Et et il y a plein de scènes en fait où il est poursuivi par les assistants de la secte qui veulent l'éliminer, des scènes de poursuite, qui font penser à ce qu'il a fait par la suite dans sa carrière. Mais ces films philippins, comme il y en a eu beaucoup à l'époque, souvent tournés par des Américains qui tournaient là-bas parce que ça leur faisait des vacances sympas et parce que c'était beaucoup moins cher. Et on fait partie d'un truc, ça s'appelle Daughters of Satan, d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit. Il y a un titre français mais non, il n'y a pas de titre français. Ouais. Et donc là, c'est sorti en Blu-ray américain. Une fois de plus. C'est jamais sorti en VHS? C'est jamais sorti, non. Ça a été tourné en même temps par le même réalisateur, je crois, ou le même producteur en tout cas, d'un autre film qui s'appelle Super Beast, qui est une espèce d'adaptation de L'île de Hector Moreau, tourné aux Philippines aussi, voilà. Et c'est sympa de redécouvrir le cinéma de cette époque, qui est de la série B, mais qui a un certain cachet et tout à fait sérieux, et avec un scénario plutôt sympa, ouais. Très bien. Daniel ? Oui, alors moi j'ai vu Solo, donc le Solo Star Wars Story, donc qui s'intègre dans la série des films produits par Disney, adaptés de l'univers Star Wars. C'est donc sur la jeunesse du personnage de Han Solo. C'est réalisé par Ron Howard. Alors autant j'avais vraiment adoré Rogue One, donc le premier spin-off de la série, autant celui-ci je le trouve sans l'avoir, je l'ai pas du tout détesté.
je l'ai trouvé un peu mou du genou, quoi. C'est du Ron Howard. Ça met du temps. Je trouve que ça met du temps à décoller. C'est relativement long. Ça dure 2h15, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et ça se laisse voir, mais contrairement à Rogue One, il y a peu de références à l'univers de Star Wars. Bon, il y a quelques Stormtroopers. Bon, évidemment, le personnage de Han Solo. Il y a des vaisseaux, les vaisseaux de l'Empire, des choses comme ça. Mais c'est un film qui va laisser les amateurs de Star Wars un petit peu sur leur faim, je trouve. Voilà. Bon, sinon, je pense que je le reverrai. Je changerai peut-être d'avis dessus, mais pour l'instant, c'est ma première opinion à chaud. Voilà. Juste une question, le mec qui joue Solo jeune, est-ce qu'il est crédible ou pas du tout? Alors il est bien, évidemment c'était la question qu'on pouvait se poser et on pouvait craindre le pire. Il est plutôt bien, sans faire du Harrison Ford, il retrouve quelques mimiques du personnage, donc il est bien. C'est plus au niveau de la réalisation qui est un petit peu molle, voilà. Le souci, et puis la musique est pas du tout à la hauteur. Ouais, c'est une cata, la musique. Ouais. J'ai lu que c'était vraiment une catastrophe, la musique du film. Ouais. C'est en fait, même il y a 2 morceaux de Williams qui sont repris. Le film commence d'ailleurs à décoller un petit peu quand le premier morceau se fait entendre, mais il se fait entendre mollement. Je sais pas, la musique de Williams, elle est faite pour péter, là ça reste mollasson, quoi. Bah, tu connais l'histoire de la première projection de Star Wars, George Lucas qui présente ça à ses amis, Scorsese, De Palma, Spielberg, etc. Il montre une copie de travail sans musique. Et les mecs lui ont tous tapé dans le dos, on dit on est désolé pour toi, quoi. C'était juste vu comme une daube. Oui. Et la musique du film fait tout le film, finalement. Bien sûr, porte le film. mais bien entendu. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de Star Wars. Mais je crois que Williams a composé un thème pour Solo. Il a composé un nouveau thème pour le film. Alors ça c'est possible, je sais pas. Mais bon, il a 80 ans le mec. Oui. Alors j'ai vu qu'en fait le film avait été renvoyé au montage pour après les premières projections qui étaient plutôt... Ils ont viré 2 metteurs en scène. Ils avaient pris les 2 mecs de 21 Jump Street et 22 Jump Street. Oui. Et au bout du milieu du tournage, Kennedy les a dégagés parce que les mecs c'était des blagues proutes, enfin des blagues à la con, quoi. Oui. Elle a dit ça c'est pas Star Wars, donc elle les a virés et elle a rembauché Ron Howard en urgence. Et on sait pas combien Ron Howard a retourné. Est-ce qu'il a tout retourné? Est-ce qu'il en a fait 50%? C'est difficile à dire, quoi. Mais en tout cas il a le crédit complet. Ouais. Mais voilà, il a récupéré le bébé du jour au lendemain, quoi. Il est arrivé sur le tournage, bonjour c'est moi, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc ça aide pas, quoi. Enfin, un bon film. Par contre, le film s'appelle Solo, mais est-ce qu'on peut aller le voir à 2 quand même? C'est Solo, les 120 ou à plusieurs. C'est à qui maintenant? Je crois qu'il est atterré, prenez le micro, il est atterré. Ah, j'aimerais avoir une réponse quand même. Parce que tu étais tout seul, toi. C'est pitoyable. Surtout que c'est pas la première fois qu'il me l'a fait. Ce sera pas la dernière. Bon, bah, je crois qu'on va se laisser là. L'émission est terminée. Merci. Oui, toi, ton petit film. On n'a pas le temps, L'émission va être trop longue. Bah, merci Sandrine. Merci d'être venue. Merci Sandrine. Merci. Et merci aux autres et peace and love et à la prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir. C'est moi qui fais le clap. Cunu. Ça c'est du clap. Non, c'est non. Un club de... Ah, Dionysien. bien. C'est bien sûr. Je la pété rose.